Résoudre les problèmes des agriculteurs. Pour en parler ce matin, nous sommes avec l'eurodéputée Irène Tolleray, viticultrice aussi dans l'Hérault, Guillaume. Bonjour Irène Tolleray, j'imagine que vous suivez de très très près la crise agricole en ce moment pour deux raisons. D'abord parce que vous êtes eurodéputée, puis surtout parce que vous êtes viticultrice également. Tiens, on parlait de s'asseoir à moitié sur une chaise avec notre auditeur tout à l'heure. Est-ce que vous avez l'impression, pardon pour l'expression, mais d'avoir un petit peu, je vais pas dire le mot, mais d'être assis entre deux chaises quelque part en tant que à la fois eurodéputée et viticultrice? Bonjour Guillaume Rouland. Non, j'ai pas du tout l'impression d'être assise entre deux chaises. Je suis devant vous en tant que eurodéputée et je défends toute l'agriculture, pas la viticulture plus ou moins. J'ai eu des choses sur le miel, la lavande, l'élevage pour les moutons, la prédation. Donc je défends toute notre bonne agriculture française et européenne. Alors, on va rappeler à ceux qui nous écoutent qu'ils peuvent appeler. C'est maintenant qu'ils doivent le faire pour nous donner nous donner leur avis sur la question qu'on leur pose ce matin. Le résultat de notre mini-sondage ce matin, petite majorité de gens qui disent que c'est à l'Europe sans doute de régler le problème. Ça vous surprend ? Pas du tout. En France, quand c'est compliqué, que ça va mal, on arrive à dire que c'est la faute à l'Europe, alors qu'on fait beaucoup de choses très très bien. Mais là, sur ce coup-là, je voudrais quand même dire aux auditeurs sur les gilets que jaunes, le sur consommateur la loi immigration, l'Europe n'a pas été trop mise en cause. Non, là, elle l'est véritablement, parce qu'en matière agricole, elle est quand même très impliquée, il faut le reconnaître. Quand même. Je faisais un petit sourire, un petit joke. Mais en fait, en vrai, bien sûr qu'on va parler de la chose européenne, mais en vrai, là, tout de suite maintenant, par rapport à la situation des agriculteurs, il y a une solution que tout le monde peut faire, c'est aller acheter des produits français ou européens, faire cet effort-là, parce qu'ils en ont besoin. Oui. Donc, quand il n'y a que 22% de nos auditeurs qui disent que c'est aux consommateurs d'agir, c'est-à-dire que les gens ils se sentent pas impliqués, c'est ça que ça veut dire, selon vous ? Et je pense qu'ils n'ont pas la mesure des conséquences. Par exemple, sur le lait, une rémunération qui permet aux agriculteurs qui fabriquent du lait de vivre. Pour un ménage, l'impact annuel sur son budget, c'est 2 €. 2 €. Il y a des ménages qui ne les ont pas, il y a des ménages qui les ont. Et donc, il faut acheter des laits où il y a les rémunérations des agriculteurs qui sont mis dessus pour garantir. Vous adressez en particulier à ceux qui ont les moyens d'acheter alors, vous prenez l'exemple du lait, mais il n'y a pas que celui-là, mais des produits plus chers, parce que c'est aussi la problématique aujourd'hui, c'est que beaucoup de gens, à cause de l'inflation, achètent des produits moins chers qui sont des produits d'importation. Oui, après. Est-ce que l'Europe autorise d'ailleurs, on va y revenir, est-ce que l'Europe autorise aujourd'hui ? J'entends ce que vous dites, dans le même temps, on a 30% de gâchis alimentaires, donc il faut peut-être qu'on mange mieux. C'est-à-dire qu'on achète sur certaines catégories de produits qui sont en grande difficulté, en gros tout ce qui est l'élevage, mais pas que on fasse cet effort d'acheter des produits locaux, des produits français, des produits européens, quitte à en acheter moins en quantité et à moins gâcher. Alors l'Europe est beaucoup pointée du doigt, Irène Tolleray, pour plusieurs raisons. D'abord, ce que les agriculteurs appellent la transposition, c'est-à-dire des normes environnementales, notamment françaises, qui se juxtaposent déjà à des normes européennes. Il n'est pas normal qu'on achète des produits qui proviennent de pays où les normes sont moins restrictives. Pourquoi l'Europe n'a pas réglementé tout ça ? Alors, en fait, il y a des règlements européens. Et en France, on a une tradition qui vient de dizaines d'années dernières. C'est pas le gouvernement actuel ni le gouvernement précédent. C'est une habitude nationale de rajouter des trucs. Et donc, en fait, on se retrouve à avoir des règles françaises plus strictes, alors même que le marché unique est unique. Mais l'Europe, elle peut pas régler ça parce qu'elle impose à certains pays de mettre en place des normes, mais elle peut pas aussi leur imposer de ne pas non plus trop en faire ? Non. Sur ce sujet-là, sauf si on met en place un règlement, donc ce qui était un petit peu l'objet de la bataille politique que je mène au Parlement européen, c'est que dans la mesure du possible, quand on a un bon texte français, parce qu'on a un bon texte français, qu'on les européanise pour avoir les mêmes règles. En revanche, ce qui est sûr, c'est 40% de notre économie nationale, et là je ne parle pas que de l'agriculture, est liée au marché unique, qui repose sur la libre circulation des biens et des personnes. Et donc, si on n'a pas les mêmes règles, on se met une balle dans le pied. Alors, cette circulation des personnes et surtout des biens, effectivement, elle arrive à des situations totalement, qui provoquent un vrai problème pour les agriculteurs. C'est-à-dire la rémunération à leur juste prix. Un mot de la loi Egalim. Est-ce que vous trouvez normal
qu'il faille attendre que les agriculteurs bloquent des péages pour que tout d'un coup, on ait un ministre de l'économie en France, Bruno Le Maire pour ne pas le citer, qui dise « Ouh là là, cette fois-ci, maintenant je vais me fâcher ». Pourquoi il ne l'a pas fait avant ? Alors en fait, il y avait Egalim 1 et puis il y a eu Egalim 2 avec une loi d'écrosaille qui est arrivée le 12 janvier 2023. Donc en fait, depuis 2023, nous sommes un certain nombre à être mobilisés, y compris au niveau européen, pour que certaines pratiques des enseignes pour contourner la loi Egalim soient... Oui, mais ça n'a pas bougé. Du côté du gouvernement français, vous le reconnaissez que ça n'a pas bougé à l'époque. C'est pas que ça a pas bougé la loi n'était pas appliquée. Enfin, elles n'ont pas a priori. Il y a des personnes qui ont fait des pratiques pour détourner la loi Egalim. Donc, avant d'aller vers du juridique, il y a un moment donné où il y a une discussion, surtout en période d'inflation, pour demander aux distributeurs qui prennent leurs responsabilités. Je pense que c'est ce qu'a fait le gouvernement. Les enseignes en question n'ont pas bougé. Bon, bah là, on passe sur la phase contrôle et punition. C'est logique, quand on a une nouvelle loi qui s'applique depuis janvier 2023, d'avoir une première phase où on discute avec les donneurs d'ordre, que sont les grandes enseignes, en disant là, vous êtes en dehors des clous, corrigez le tir. Et là, au moment où on en est maintenant, on est sur contrôle, sanctions, et il faut falloir qu'il y ait des sanctions financières qui soient émises, parce que je crois que tant qu'ils les auront pas, ils ne bougeront pas, et puis que on avance tous ensemble pour sortir par le haut de cette crise. On vous pose une question ce matin, selon vous, qui détient là ou les solutions pour résoudre les problèmes des agriculteurs ? Le gouvernement français, l'Europe ou les consommateurs ? 04 67 58 6000. Pierre est avec nous, Pierre de Montpellier. Bonjour Pierre. Bonjour. Vous en pensez quoi, vous ? Ben écoutez, moi je pense que c'est les deux mon capitaine, si je puis dire. Mais moi ce que j'ai envie de poser comme question à Madame la députée européenne, c'est est-ce que Gabriel Attal n'a pas fait un pas positif par rapport aux agriculteurs, et est-ce que votre rôle de député européen, aujourd'hui, quelles que soient vos opinions politiques personnelles ou normales, si je puis dire, est-ce que votre rôle n'est pas d'accompagner et d'enrichir les positions de Gabriel Attal ? Alors, je trouve que les propositions qu'a fait le gouvernement à travers Gabriel Attal vont dans le bon sens. Ouais, sauf qu'elles ne suffisent pas à éteindre la colère, on est bien d'accord. Alors, il faut voir ce qui s'est passé. On parle d'un mouvement qui est parti de personnes qui étaient hors syndicat. Et donc après, débrouillez-vous quand vous êtes un gouvernement pour essayer de comprendre ce que veulent des tas d'individus partout. Et donc à un moment donné, c'est là où les syndicats... On est d'accord que c'est un mouvement protéiforme, mais les revendications, elles sont communes à un peu tout le monde. Alors là, d'après ce que j'ai compris, la FNSEA au niveau national porte 122 propositions, de demandes. Quand moi j'ai été à Carbone et j'ai passé 4 heures à Carbone, j'ai entendu 3 demandes. Et ces 3 demandes-là, elles ont été traitées dans le plan d'urgence. Après, il y a des choses qui ne peuvent pas trouver de solution de manière immédiate. Donc le gouvernement a dit, sur le choc de simplification, il y a le salon de l'agriculture, on travaille ensemble pour avoir des vraies propositions. Et puis il y a le sujet européen, où il faut qu'on embarque un certain nombre de modifications de textes européens. Merci.